Mesdames et messieurs, bonjour. La dernière fois qu'on l'a reçu sur ce plateau, il était démissionnaire du parti Foscori.Bénin Émergent. Aujourd'hui, on le retrouve membre d'un nouveau parti, le parti Renaissance Nationale ex-UDBN. Nous allons voir avec lui autant pour son parcours personnel et le parcours du parti, l'histoire de cette transformation. Un parti qui a fait sa mue à l'occasion de ce congrès extraordinaire tenu ce samedi 16 décembre 2023. Docteur Mohamed Awali Akintola, bonjour. Bonjour, Monsieur Noumon. Voilà, chers téléspectateurs. Voilà, on vous retrouve tel que je viens de l'introduire dans d'une nouvelle configuration, dans une nouvelle posture. Très rapidement, on va dire de façon directe, racontez-nous. Merci, Monsieur Noumon. Oui, en effet, il y a un peu moins de 2 mois, j'étais sur ce plateau pour évoquer ma démission du parti auquel j'appartenais et dans lequel j'étais responsable national de la jeunesse. Aujourd'hui, en effet, je me suis affiché et j'appartiens au bureau exécutif national du parti Renaissance Nationale. Sur le plan personnel, c'est une avancée, car je vous rappelle que les raisons que j'ai évoquées à l'époque parlaient d'action, parlaient de défis à relever, parlaient également de chemin à tracer pour atteindre un idéal. Je m'y suis retrouvé, le combat à mener au niveau de cette formation politique correspond et s'aligne très bien à mes aspirations, à mon besoin d'expression et l'espace qui m'y est offert, ainsi qu'à mon électorat, qu'à mes amis et mes sympathisants avec lesquels je suis sur le terrain politique. Cet espace nous convient parfaitement et donc on n'a pas hésité à contribuer à la naissance, ou dirais-je la renaissance de ce parti-là et pris l'engagement de mouiller le maillot pour que l'objectif soit atteint. Voilà, on a presque envie de demander, c'est vous qui avez, disons, suscité ce printemps, ce nouveau printemps de ce parti bien installé dans le landerneau politique? Non, non, je ne suis pas l'instigateur car le processus est un processus d'ensemble. Le parti, l'ancien parti UDBN est sorti d'une série en fait de difficultés, d'une série de challenges, de combats menés. Il était temps pour le vaillant soldat de s'asseoir pour faire une pause, évaluer les forces, les faiblesses, faire un diagnostic. Car quelques mois avant les élections législatives de 2023, le parti signait son divorce avec le bloc républicain. Oui. Donc une expérience qui a été quand même assez douloureuse et qui survenait à 4 mois, je crois, des élections législatives. Il fallait donc que le parti se reconstitue, participe aux élections, et vous savez que c'est une tâche fastidieuse. Ensuite, il y a eu les résultats issus des urnes, qui est également un choc. Il fallait donc, en toute lucidité, prendre une pause, réfléchir à la nouvelle orientation. C'est ce qui s'est donc passé, et il y a eu un congrès ordinaire autour duquel les forces vives et d'autres comme moi, ceux qui étaient déjà au parti, d'autres qui étaient des militants, des sympathisants, des responsables à divers niveaux, nous avons mené des réflexions. Et de toutes les propositions qui ont été faites, de toutes les analyses qui ont été faites, on a trouvé qu'il fallait refaire le branding du parti. Donc ce n'est pas un nouveau parti qui est créé en fait. C'est plutôt un ancien parti qui a suivi le processus pour muer, changer d'identité et faire certains réglages à l'interne au niveau des textes fondamentaux. Mais grand-chose n'a pas changé parce que l'idéologie demeure toujours la même. Les valeurs, les principes demeurent toujours
les mêmes. Voilà, je vais faire un peu de provocation. Vous parlez de combat mené, mais surtout de combat perdu. Donc, est-ce que le rebranding intervient pour, disons, faire oublier un peu cette dose de, on va dire, une griffe de loser magnifique que ce parti a toujours, disons, endossé. Ils ont toujours été présents à diverses échéances électorales, mais avec les résultats qu'on sait. Est-ce que c'est un rebranding qui intervient pour, disons, faire un peu diversion? Pas pour faire diversion, parce que si c'était pour faire diversion, eh bien, toutes les têtes du parti auraient changé. On ne parlerait pas de mutation de l'UDBN à Renaissance nationale, mais on parlerait de création d'un nouveau parti. Ça, c'est lorsqu'on est dans une posture de faire oublier ou d'effacer. Nous sommes fiers de cette histoire-là que le parti a construit. Et je vous rappelle que jusqu'à à la veille de notre congrès, ce parti demeurait le plus vieux parti du Bénin, officiellement enregistré. Oui. Très bien. Donc, un parti qui a quand même été, qui a tenu, qui a bravé ces intempéries-là, nous en sommes fiers, car beaucoup d'expériences ont été accumulées. Ce n'est donc pas une feinte, ou alors, comment vous l'avez appelé déjà Bon, une stratégie, en fait, une opération marketing. Eh bien, nous sommes dans le marketing politique. C'est le leitmotiv de tout parti politique. Nous sommes des vendeurs. Nous sommes des vendeurs d'idées, nous sommes des vendeurs de valeurs, des vendeurs de principes. Donc, il faut accepter que nous sommes en train de faire du marketing, c'est vrai. Vous voyez, parce qu'on est fiers du produit que nous sommes en train de vendre. Mais nous ne voyons pas le passé comme un échec. Non, c'est pourquoi j'ai parlé de combat. C'est pourquoi j'ai parlé, parce qu'il faut pouvoir reconnaître les efforts qui ont été faits. Il faut pouvoir se féliciter. Parce que lorsque vous menez un combat avec les ressources que vous avez. Et lorsque vous n'avez pas toutes les cartes en main, il relève parfois du miracle que de faire des prouesses. Nos prouesses, quand même, à nous, aussi petites soient-elles, sont déjà le fait d'avoir pu participer à des élections, d'avoir fait l'effort, d'avoir relevé ces défis-là. Et c'est ça. C'est sur ça que nous nous basons pour faire ce diagnostic-là et trouver que dans l'arène politique actuelle, avec les réformes et avec la dynamique qui prévaut, il vaut mieux. La présidente en a parlé dans son discours lorsqu'elle a fait l'allégorie de l'aigle. Elle dit, je paraphrase ça, l'aigle, à un moment donné de son existence, se rend compte que ses plumes sont vieilles et n'arrive plus à le porter aussi haut qu'il le faut. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se retranche dans un lieu fermé et commence à se dépouiller de ces vieilles plumes-là qui, en fait, ne lui permettent plus de s'épanouir. Et hormis, c'est un processus sanglant et très douloureux. Il se dépouille de ces plumes-là et brise également ses griffes et son bec. Et patiente jusqu'à ce que cela se régénère. Donc, avec de nouvelles plumes, plus vigoureuses, plus à même et aptes de le porter plus haut. Il subit ce processus-là, cette mutation-là, puis enfin, lorsque tout est prêt, ressort maintenant pour toiser le firmament. Donc, comprenez que c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous avons réussi déjà à faire. Nous avons pris par ce processus-là. Ça a été dur, ça a été douloureux, mais il y a eu de la lucidité. Il y a eu également du consensus. Et c'est ça qui a donné naissance à cette nouvelle parure. Oui, d'accord. Cette nouvelle parure, ça, vous me tendez la perche. Est-ce que ce n'est qu'une histoire de parure? Parce qu'en réalité, est-ce que le vrai problème de ce parti, et là vous aviez évoqué la lucidité, c'est un mot bien choisi. Est-ce que jusqu'où la lucidité va? Est-ce qu'en réalité le problème de ce parti, c'est pas un problème d'offre politique? Parce que le parti semble être pris en sandwich entre, disons, les deux mastodontes de la majorité présidentielle. Donc peut-être qu'on n'arrive pas réellement à distinguer ce que ce parti met sur le marché. Non, non, le parti ne se retrouve pas pris en sandwich entre les deux. Non, pas du tout. Je ne vois même pas ce qui prête à supposer cela. Le parti, il est un parti autonome, indépendant. Certes, comme l'a dit un responsable du parti sur une émission, il a dit c'est l'enfant mal aimé de la mouvance présidentielle.
Oui, mal aimer, c'est pas se victimiser quelque peu. Non, c'est être réaliste. Oui. C'est être réaliste, pas se victimiser. Non, ce n'est pas que, vous voyez, cette nouvelle configuration ou alors cette nouvelle image du parti n'est pas, en fait, ce n'est que le bout de l'iceberg, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a eu des remembrements, il y a eu de nouvelles têtes, il y a eu du sang neuf, mais aussi des valeurs dans le nouveau bureau national. C'est déjà la première chose qu'il faut retenir. Je l'ai dit tantôt, l'idéologie n'a pas changé, mais on s'est juste rendu compte que atteindre les objectifs, on ne le pouvait plus avec notre ancienne configuration. Autre chose, c'est que des résolutions ont été prises au Congrès ordinaire qui a décidé du Congrès extraordinaire qui a eu lieu hier. Congrès extraordinaire qui était donc une extension de ce Congrès ordinaire-là afin de porter l'information, les réformes, les innovations à tout le monde, d'abord au grand public et aux militants et sympathisants du parti. Donc il y a, suite à ce congrès-là, une campagne de remobilisation, de redynamisation des organes du parti dans toutes les circonscriptions électorales et dans les communes. Cela, il faut le reconnaître, faisait partie également des problèmes. Le parti a toujours été vu comme un parti du Sud, ou alors un parti d'une commune donnée. Vous voyez, oui. Et les compatriotes, beaucoup de compatriotes de certaines zones ne se sentaient oubliés, ne se sentaient pas pris en compte, on ne s'intéressait pas à la chose. Ce diagnostic également a été fait et des dispositions ont été prises pour que le temps qui nous sépare désormais des élections générales prochaines, que cela soit corrigé. Donc il y a une mission une campagne de remobilisation, de redénomination de nos cellules à la base qui prendra effet très bientôt. Il y a également la décision du parti de faire la promotion de la jeunesse, de faire la promotion d'autres couches socio-professionnelles de la société. La configuration des participants hier au congrès extraordinaire le montre vaillamment. Donc pour dire que ce n'est pas que le nom, certes, ce qui est vu. Je viens de donner deux exemples de choses qui changent et qui, à coup sûr, nous en sommes convaincus, nous permettront d'atteindre les objectifs. Oui. Bon, il reste toujours l'offre politique, en dehors d'être un parti des jeunes et des femmes, qui a été toujours accolé, en tout cas dont le parti s'est fait porteur. Il y a toujours, quelle est l'offre politique? Quel est le facteur différenciant de l'UDBN par rapport à ces autres on va dire, consoeurs Le facteur différenciant est que, et cela s'est senti déjà, regardez, nous avons parlé de renaissance nationale et notre idéologie a toujours été une idéologie de nationalisme. Dans le national, la déclinaison que vous pouvez en faire et qui nous différencie principalement des autres formations politiques dans leur ensemble et de celles de la mouvance présidentielle sont que nous sommes de la mouvance présidentielle, mais c'est un parti qui est d'une mouvance présidentielle éclairée. Le parti n'a pas hésité à prendre position par rapport à la décision du gouvernement quant à la crise au Niger. Oui. Une position du parti qui prend la tangente par rapport à celle du gouvernement pour dire oui, nous sommes ensemble, mais notre manière de voir les choses n'est pas la même par rapport à cette question de façon ponctuelle. Nous parlons de nationalisme et ce serait mal perçu que le nationalisme implique l'autonomie et l'indépendance. Et un peuple frère africain, c'est le Niger à côté. Ce serait donc de l'ingérence, mais ce serait même aller au-delà, de briser les liens nationalistes africains à l'interne que d'aller intervenir militairement là-bas. Le parti a été très clair par rapport à sa position. Cela différencie le parti des autres offres. Au-delà de ça, nous parlons de nationalisme parce que, ne le voyez pas à l'image du nationalisme le péniste. J'allais vous poser la question. Non, ce n'est pas. Ce concept peut amener très loin. Non, le nationalisme, le péniste est beaucoup plus. C'est un nationalisme d'exclusion. C'est nous et pas les autres. Oui. Non, nous ne sommes pas dans cette posture-là. C'est un nationalisme qui veut bien faire d'abord la promotion du local. Promotion du local d'abord sur le plan économique,
Sur le plan des compétences, regardez, la question de l'ANIP, d'un expatrié qui est à la tête, la position du parti est très claire. C'est qu'il faut d'abord puiser dans les ressources et les compétences nationales. Et c'est quand on se sera convaincu qu'on n'a pas eu de compétences pour le travail qu'on pourrait donc se permettre, et là ce serait à justice, personne ne pourrait condamner cela, que d'aller solliciter l'expertise étrangère. Donc, notre nationalisme s'inscrit aussi. Et vous voyez, cela se démarque plus ou moins de l'apologie de cette posture-là que font les autres partis politiques de la mouvance présidentielle. Voilà donc quelques exemples qui recadrent mieux notre posture au sein de la mouvance présidentielle. Voilà, pour le nom Renaissance nationale, oui. on a quelque peu l'impression que vous n'êtes pas allé chercher bien loin. Bon, il y a Renaissance du Bénin, Renaissance nationale. Est-ce que c'est pour, ça peut ne pas être ça, c'est pour préempter quelque peu, disons, l'histoire de cet autre parti quand même qui a été nullement, parce que nous avons notre propre histoire. Oui. Nous avons notre propre histoire et je me demande pourquoi aller, comme vous le dites, squatter ou pas du tout. Oui. Et puis le mot. Je pense que tout le monde y a pensé, Renaissance nationale, oui. Et c'est logique, mais bon, on n'a pas fait ce même procès-là, par exemple, à l'Union progressiste, qui ne serait pas allé chercher loin, parce que cette expression de progressiste-là se retrouvait déjà au lendemain des indépendances. Il y a des partis qui ont porté l'Union progressiste au lendemain des indépendances béninoises. Que vous et moi avons déjà oublié, bon, on n'était pas de cette époque, mais bon, Renaissance... Moi, je ne l'ai pas oublié quand même, mais au-delà de ça, le bloc républicain également, le républicain et le mot bloc et le mot républicain, c'est pas nouveau dans l'arène politique béninoise. Peut-être Moël Bénin, ça c'est nouveau. Libération populaire, c'est pas nouveau non plus. Vous voyez, donc nous n'avons pas inventé le dictionnaire. Donc nous ne sommes pas partis du mot. Nous sommes partis du contenu du mot, puisque je viens de décrire un processus de mutation. Oui. Donc voyez renaissance comme relève. Voyez ça comme renouveau. National, je viens également de l'expliquer, cela colle très bien avec notre idéologie, la déclinaison autant sur le plan économique, sur le plan politique et même sur le plan militaire. Donc nous sommes partis d'abord du contenu et on en est arrivé au mot qui a connu l'assentiment de la majorité des membres présents au Congrès. Donc dommage que cela veuille peut-être prêcher à confusion. Et bon, je ne vois pas le mal qui s'y trouve non plus. Non, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste une question. Oui. Maintenant, vous parlez de nouveautés, de nouvelles têtes dans le bureau politique, je suppose. Qu'en est-il réellement? La présidente est toujours présidente? Oui, la présidente est toujours présidente du parti où elle est redevenue, puisque entre-temps, elle n'était plus à la tête du parti. Il y a eu... docteur Deschacus, puis ensuite il y a eu le bâtonnier Djikwi Cyril qui était le président délégué. Donc la présidente Claudine Prudencio reprend la tête du parti. Il y a de nouvelles têtes comme moi, Draman Ouroudiko, d'autres. La liste, elle est quand même elle a été assez publiée et la semaine prochaine ce le sera encore davantage. Et, le plus important pour nous, ou ce qu'il faut retenir de cette nouvelle configuration, c'est que c'est une configuration de compétences. Nous avons beaucoup d'intellectuels, beaucoup de cadres qui ont meublé ce bureau-là. Et l'espoir qu'on y met, c'est que toutes ces compétences-là soient fusionnées de façon active et au jour le jour pour que le défi puisse être relevé parce que les élections générales de 2026, c'est juste la porte d'à côté. Oui, en parlant de ces élections, je pense que tout cela est en droite ligne, tout ce qui est en train d'être fait en droite ligne de ce qui arrive. Alors, je ne dirais pas quelle est la stratégie, mais quelles sont vos ambitions par rapport à ces élections générales de 2026? Le thème que porte au-delà d'y participer. Le thème que porte le congrès extraordinaire d'hier, c'est renaître pour conquérir. Donc, nous inscrivons la conquête du cœur du Béninois lambda et donc de tous les Béninois au centre de notre combat à partir de maintenant. Je l'ai dit tout à l'heure, le parti a été beaucoup pris, à tort ou à travers, pour un parti d'une zone. Le parti se veut d'une envergure nationale
et les actions et les stratégies vont l'accompagner désormais pour que ce soit une réalité. Au-delà de ça, il ne faut pas que participer. Oui. Non, il ne faut pas que participer. Nous ambitionnons de lever des sièges lors des élections générales prochaines, autant dans les conseils communaux et municipaux qu'à l'Assemblée nationale. C'est notre défi, c'est le premier d'ailleurs, et toutes les autres ne viennent que renforcer cet objectif-là que nous nous sommes fixés, et on ne se lassera pas de battre le macadam jusqu'à y arriver. Donc, de façon terre à terre et très claire, c'est que les élections générales de 2026, nous y sommes et nous allons lever des sièges pour pouvoir porter la voix des nôtres. Oui. Car, qu'on le veuille ou non, le Bénin, il est pour nous tous. Et chacun s'identifie à tel parti politique ou à un tel pour plusieurs raisons. Ce serait donc trahir ces militants-là et ces sympathisants-là que de ne pas fournir au-delà de l'effort nécessaire pour pouvoir atteindre cet objectif-là qui est également le leur. Voilà. Donc fini on va dire les tentatives de regroupement, de fusion, toutes ces aventures-là sont derrière, C'est derrière nous. Oui. Donc vous pouvez dire aujourd'hui que vous serez à ces élections-là en solo. Nous l'affirmons, nous serons à ces élections-là en solo. Le parti Renaissance nationale va y participer et va faire le travail nécessaire pour se lever, pour lever des sièges. Ouais. Voilà. Nous allons, disons, finir avec cette séquence du congrès extraordinaire du parti. Juste pour savoir, en termes de militants, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Vous parlez de remobilisation. On sait à peu près le pourcentage que le parti a recueilli aux dernières législatives. On peut remonter même au communal où quand même il y a eu disons, du travail qui a été fait. Au-delà du fief du parti, au-delà de cette indication-là, aujourd'hui, le parti, quelle est la base du parti réellement? La base du parti est nationale. La configuration de l'actuel bureau national reflète toutes les zones géographiques du pays. Le nord, le nord-est, le nord-ouest. Elle est déjà nationale ou c'est une ambition d'être nationale? Elle est nationale. Elle est nationale parce qu'au congrès d'hier, nous avons eu tous les délégués communaux qui étaient là. Nous avons eu au palais des congrès plus de 1250 participants qui étaient présents, venus de toutes les contrées du Bénin. On ne vient pas, ce n'est pas une promenade que de quitter Ouassapéonko, que de quitter Karimama ou Malanville pour un congrès à Cotonou. Voyez, et puis ce n'est pas un marché où on est venu vendre quelque chose. Donc le parti est déjà national. Au-delà de ça, vous savez, c'est une veille quotidienne qui fidélise les militants d'un parti politique. Et cela va se faire à travers la veille communicationnelle que nous allons désormais à laquelle nous allons désormais nous attacher personnellement. Puis il y a la remobilisation, la redynamisation. J'insiste sur cela. Vous savez, de l'expérience du divorce du BR, nous avons quand même encore des militants, des responsables qui sont en l'air, qui se demandent clairement qu'est-ce qu'on fait. Vous voyez, on demeure membre du bloc républicain ou alors on rejoint notre ancienne formation politique. Beaucoup attendaient que certaines choses changent. Elles ont changé et ces personnes-là sont en route pour rejoindre la maison. Il y a également beaucoup de nouvelles têtes qui sont aguichées par la nouvelle offre. Vous voyez, et vont de leur gré nous rejoindre pour faire l'aventure ensemble. Donc, l'envergure nationale, ce n'est pas un idéal. Oui. Vous voyez, c'est déjà du concret. Et nous faudra travailler à l'élargir davantage. Je parle de ces bases-là, à l'élargir davantage et surtout à la renforcer en termes de compétences. Voilà. Nous allons très rapidement commenter quelques sujets d'actualité. Le dernier, c'est le vote de ce budget à l'Assemblée nationale. Oui. Avec ce qu'on sait, le budget est passé avec le rejet des démocrates. Bon, je vais me faire encore provocateur maintenant que vous n'êtes plus dans le même camp. Comment vous avez perçu cette séquence politique? Non, je vais peut-être corriger quelque chose. Oui. En tant qu'acteurs politiques, nous sommes tous du même camp et c'est le camp c'est le camp Bénin, oui. Exactement. Bon, et bon, Fort heureusement. Ah oui, fort heureusement, vous l'avez dit. Oui.
Et dans ce cas, oui. Ma posture à moi, elle n'a jamais changé d'hier à aujourd'hui. Oui. J'ai défendu sur ce même plateau-là les mêmes questions qui sont revenues tout à l'heure par rapport bon, à... elle a quand même changé. Oui, FCBE, c'est l'opposition. Renaissance nationale, c'est la mouvance présidentielle. Mais donc vous ne pouvez pas dire que ça n'a pas changé. Bon, vous savez, opposant, mouvancier, c'est circonstanciel en fonction de la dynamique. D'accord. Ça fait déjà un. La deuxième chose, parce que les partis de l'opposition aujourd'hui deviendront ceux de la mouvance demain, ou bien avant même les élections prochaines seront de la mouvance. Donc cette casquette-là, je ne me retrouve pas dans cette prison-là. Je l'ai déjà dit une fois sur ce plateau, je ne me retrouve pas dans cette prison-là. Il faut faire de la politique et de l'engagement éclairé. Vous voyez, donc les mêmes positions, le Niger, par exemple, la tête de la NIP. J'étais sur des plateaux ici avec la casquette de l'opposant au camp présidentiel actuel, mais j'ai défendu les mêmes postures, elles n'ont jamais changé en fait. Vous voyez, donc ça c'est moi mon combat. Vous voyez, quelle que soit la casquette que je porte. Donc je demeure égal à moi-même par rapport à ça. Vous ne pensez pas que ça peut embrouiller quelque peu les lignes? Parce que si tout le monde fait comme vous, bon, il n'y aura plus... Peut-être que vous organiserez une émission pour mieux me cerner. Ça viendra peut-être. Mais que le fait que l'UDBN et aujourd'hui Renaissance nationale ait pris le contre-pied de certains autres partis ou même de la décision du gouvernement, il n'a jamais sorti de la mouvance présidentielle, n'est-ce pas? Non. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le fait que le parti FCBE ait félicité certaines actions du gouvernement ne l'ont pas sorti du camp de l'opposition. C'est aussi simple que ça. Le Bénin d'abord. Le Bénin d'abord. J'en viens donc à la question du vote à l'Assemblée nationale. Je pense que d'autres opposants ne pensent pas pareil. Ils sont libres de ne pas penser cela et je suis libre de penser également. Voilà, heureusement que nous sommes dans une démocratie. Merci, oui, le vote à l'Assemblée nationale, oui, je comprends la posture du Parti des démocrates. Mais je pense que cela aurait dû être mieux synchronisé. Mieux être synchronisé parce que le vote allait quand même passer. Vous voyez, parce que la mouvance présidentielle a la majorité à l'Assemblée nationale. Donc j'analyse de ma posture la décision des 27 sur les 28 députés démocrates à voter contre ce budget-là. Relève juste d'un message qu'on envoie pour dire, et puis vous savez, le peuple béninois, dans sa grande majorité, aime bien ça. Vous voyez, ce bras de fer-là, ça fait du sensationnel. Sinon que c'est quand même incompréhensible qu'on nous dise que les mêmes députés ont voté à l'intérieur des commissions. On voté même le rapport général. Le rapport général, voilà. Et puis subitement, on rejette. Ça n'a pas une certaine cohérence. Vous voyez, ce n'est pas cohérent du tout. Mais bon, si c'est le mot d'ordre, la discipline du groupe oblige peut-être vu que ça ne change rien, ils en sont conscients, ce n'est pas à moi de leur apprendre, voyez, mais la logique et la fidélité à soi-même et à sa ligne de valeur a poussé quand même le vice-président à Rossi, et il s'est justifié. J'ai lu ses réponses lorsque les journalistes lui ont tendu le micro, et je respecte ça. D'abord, on l'a toujours connu un homme de valeur. On a toujours connu un homme de valeur, donc je respecte cela et j'y vois de la lucidité. En quoi est-ce que ça gêne? Vous voyez que lorsqu'il s'agit de nous tous, de quelque chose qui va tous dans notre intérêt, les fonds disent à votre pour dire que même lorsque celui qui est en face de vous est votre ennemi, jurez, lorsqu'il fait bien, il faut pouvoir le lui concéder. Vous voyez, pour qu'on puisse avancer. Donc, en quoi ça gênerait qu'on fasse preuve de patriotisme, d'unité, vous voyez, en votant ce budget-là que nous avons tous ensemble validé, ainsi de suite. Mais je ne suis pas là pour donner de leçons, je suis là juste pour apprécier l'action des autres. Je comprends leur posture politique pour les 27 députés. Je respecte également et je félicite celle du vice-président Ahossi qui a choisi, au-delà de l'incohérence, qui a choisi la loyauté à ses propres valeurs et à la parole qu'il a donnée en commission lorsqu'il votait. Et puis vous avez, il y a des dispositions quand on parle par exemple des collègues AME. Oui, voyez, justement, je voulais en parler. Oui, aujourd'hui, on parle du reversement de 3 000 d'entre eux pour 2024. C'est insuffisant, il faut le dire, mais reconnaissons que c'est un début. Vous voyez, il y a quelques années, je crois 3 années en arrière,
on n'était même pas encore, leur statut n'était même pas clair. Puis ensuite, ça a muté un peu, on a dit ils sont désormais payés 11 mois sur 12. les 12, ça a avancé. Et puis ensuite, aujourd'hui, on va reverser certains d'entre eux, au temps de l'ex-président, de l'ancien président béninois, les reverser de la fonction publique qui était vacataire. Il n'y a pas eu qu'une seule promotion. Oui, oui. Il y a eu une première promotion, puis il y a eu une deuxième promotion. Les réalités économiques et financières du moment ont permis à ce que ce soit une masse beaucoup plus grande que les 3000 que le gouvernement actuel est en train de faire. C'est un gouvernement qui, on l'a toujours dit, même quand on était opposant au régime, on a toujours dit que c'est un gouvernement qui est fidèle à sa propre ligne. Vous voyez, réforme institutionnelle d'abord, et puis c'est ensuite qu'on viendra parler de social et autres. C'est leur manière d'amorcer ce social-là. Oui. Moi, j'aimerais bien attraper d'abord... Le social? Non, pas le social, mais attraper d'abord les 3000 qu'on est en train de donner, puis ensuite tendre la deuxième, mais pour dire ça ne suffit pas. Voilà, donc... Justement, quand on parle de social, ce budget est vanté comme un budget éminemment social parce que 42% des ressources sont affectées directement au social. Quels sont les autres marqueurs de ce budget qui vous donnent à espérer que, voilà, sur ce champ-là, ça puisse changer dans beaucoup de domaines? On parle déjà de la généralisation des cantines scolaires. Aujourd'hui, on passe à 2 repas par jour. Il y a beaucoup d'autres... Je ne dirais, moi, de ma posture, je ne dirais jamais que c'est suffisant. Vous voyez, parce que lorsqu'on voit l'exemple de beaucoup d'autres pays et de leur niveau en matière d'aisance sur le plan social pour les compatriotes, ce ne sera jamais assez. L'effort est déjà alloué. Il faut reconnaître que quelque chose est en train d'être fait. Et ce sont des secteurs d'importance pour nous. C'est pourquoi, autant de la mouvance présidentielle que de l'opposition, nous nous ruons sur ces questions-là. Vous voyez, parce que imaginez le nombre d'écoles primaires que nous avons, imaginez le nombre d'enfants, imaginez le train de vie qui devient de plus en plus dur à suivre pour le Béninois lambda. Donc, si le gouvernement arrive déjà à remarquer cela, à comprendre cela, et aller au-delà de ce qui était déjà fait. Le plus important, ce n'est pas encore la finalité, mais c'est de ne pas être stagnant ou de ne pas reculer. C'est d'avancer. Certes, les pas sont encore petits. Il faut avancer à des pas beaucoup plus grands parce que la souffrance, elle est un peu de trop. Il faut reconnaître que le gouvernement lui-même n'a pas toute la marge de manœuvre qu'il faut parce que c'est un pays qui s'inscrit au cœur de beaucoup d'autres pays qui nous entourent, et puis il y a les réalités internationales et tout ça. Il faut le reconnaître, mais encourager à faire mieux. Et j'ai aussi remarqué dans le budget qu'il y a des axes qui n'étaient pas prévus en matière d'infrastructures routières, qui n'étaient pas prévus dans le PAG 2, qui, avec le lobbying de certains, c'est ce qui a été dit, avec le lobbying de certains députés et autres, ont pu prendre place. Ça veut dire que le gouvernement est quand même à l'écoute de ses administrés. Et c'est à féliciter. On va finir sur la question sur la constitution du 11 décembre 1990. Le 11 décembre passé, ça fait 33 ans que cette constitution nous porte. C'est une trentenaire bien, on va dire, bien dans sa peau. On va dire, elle a subi une révision en 2019. Elle est peut-être l'une des plus stables de la sous-région. Elle sous-tend notre démocratie. Quelle perception en avez-vous aujourd'hui de cette constitution du 11 décembre 1990 ? De la fierté. C'est ce que je ressens. De la fierté parce que le peuple béninois dans son entièreté a su préserver ce qui lui a toujours été le plus cher. Faites tout aux Béninois. Mais lorsqu'on en arrive à toucher la loi fondamentale, le premier réflexe, on ne veut pas savoir ce que vous voulez toucher. Vous voyez, le Béninois se lève déjà en protecteur. Vous voyez, certes, ça a été retouché et ce sont les députés que nous avons envoyés à l'Assemblée nationale qui l'ont fait. Donc, ils ont eu mandat pour le faire. Mais il faut se féliciter du fait que les acquis sont toujours préservés. Certes, dans leur déclinaison, dans les différentes lois et dans les accommodations qui sont faites, il y a à redire. Et cela
quel que soit le régime qui est là, ça sera toujours ainsi. Tant que nous serons déjà 2 ou 3, il doit y avoir de la contradiction pour que l'intérêt de tous puisse être préservé. Donc, oui, allez-y. Oui, justement, est-ce qu'il ne faudrait pas... cette première révision a quelque peu démystifié un peu ce fétiche national, même si, comme vous le dites, les fondations ont été sauvegardées et même renforcées. Aujourd'hui, d'aucuns parlent de révision. Le président Blagoum l'avait annoncé lors de sa prise de fonction. Pour cette mandature, beaucoup de spécialistes disent qu'il y a beaucoup de points à retoucher. Quel est votre avis sur cette question? Faut-il la faire évoluer? Si oui, dans quelles conditions? Il faut forcément la faire évoluer. Car je ne m'étalerai pas sur les détails de cela, mais une constitution ne doit pas être stagnante. Vous voyez, parce que la société elle-même est en mutation. Donc, si vous vous demandez mon avis par rapport à l'opportunité, ou alors la possibilité, ou alors le droit de, oui, la constitution elle-même prévoit la possibilité d'être révisée. Ça veut dire qu'une porte est ouverte au cas où nous nous sentons plus à l'aise dans les murs que nous avons construits, de l'élargir, de les rétrécir, de faire des ouvertures. Donc techniquement, oui, cela ne pose pas de problème. Il y a juste En fait, ce que l'opinion publique craint lorsqu'on parle de révision de la Constitution, c'est toujours la question du mandat présidentiel. C'est toujours ça. C'est-à-dire, on se demande, est-ce que celui qui est là n'est pas en train de vouloir jouer au malin? Voilà. Mais aujourd'hui, on peut dire que cette question est évacuée puisque c'est bétonné. Le 2 fois dans sa vie, est-ce que le 2 fois dans sa vie ne vient pas régler tous les... Oui, le 2 fois dans sa vie est assez clair. Lorsque nous avons voulu modifier la Constitution en 2019, il y a eu une innovation positive, ou plusieurs innovations positives, mais je vais citer une, c'est la discrimination positive à l'endroit des femmes. Vous voyez, on voyait ça bien, mais malgré que nous voyions que c'était bien, on s'inquiétait toujours du fait que, est-ce que, en manipulant ça, en voulant mettre ce que nous avons autorisé qu'on mette, est-ce qu'on ne va pas commettre l'erreur de mettre autre chose que nous n'avons pas demandé, mais qui va à l'avantage de celui qui est là. C'est juste cette crainte-là. Même nul ne pourra jamais être plus de 2 fois président. Vous êtes d'accord avec moi que si la Constitution peut être changée, ça aussi, ça peut être changé? Oui. Voilà. Donc la crainte, elle demeure toujours quelque part, mais je pense qu'il ne faut pas se calquer uniquement sur cela, puisqu'il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient incommoder. Il ne faut pas craindre autant que cela, mais s'assurer de faire la veille, où qu'on soit, lorsque un processus comme ça est enclenché. Et demander également aux acteurs d'être transparents et sincères envers la population. Vous savez, nous sommes dans un contexte de fin de régime. On a connu la même chose lorsque le président Kérékou devait finir ses 2 mandats et qu'on était à la veille des élections présidentielles de 2006, on a connu touche pas à ma constitution et tout ça, alors que dans le fond, il n'y avait même pas d'action dans ce sens-là. Vous voyez, donc cela prouve suffisamment la posture du Béninois lorsqu'on parle de constitution. Le Béninois peut même fermer les yeux sur toutes les lois. C'est quand elles sont votées qu'on s'y intéresse. Et quand on parle de la constitution, je crois que c'est la seule disposition légale qui nous régit dans le pays. Donc c'est normal que ce soit un peu crispé parce que nous sommes en fin de mandat pour le président, l'actuel président de la République. On est convaincu à travers les tests et à travers ses propres dires qu'il n'est plus censé revenir à la tête du pays. Donc certains se demandent pourquoi maintenant. Vous voyez, pourquoi maintenant? Mais est-ce qu'il y a également une urgence de réviser la Constitution? Je dis oui, on peut la réviser, mais il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. C'est ma posture. Ou à moins qu'on entendra que Renaissance nationale soit au Parlement pour enclencher... Si le besoin est, ce sera fait, puisque c'est un devoir républicain. Je pense qu'il y a d'autres chantiers qui sont d'intérêt en matière de révision, en matière de toilettage, la loi électorale qui est toujours en train de dandiner, et ainsi. Ça, c'est des questions qui doivent intéresser. C'est plus urgent. C'est plus urgent, puisque nous sommes à la veille des élections. C'est très urgent d'ailleurs, parce que à ce rythme-là, on risque d'aller de tomber dans un cul-de-sac en fait à un moment donné, et de frustration en frustration. Vous savez, quand on est pressuré, le plus important, ce n'est pas de trouver encore solution à son problème,
c'est qu'on ait l'assurance qu'on a été écouté et qu'on sait que vous êtes dans un malaise, que vous êtes en train de souffrir. Vous voyez? Et avec la configuration actuelle, j'ai l'impression que tous les Béninois ne sentent pas leur voix être portée, être entendue. Vous voyez? Et du coup, certains font semblant de se désintéresser de la chose politique ou de l'appartenance au parti politique ou au combat politique que nous sommes en train de mener sur le terrain, mais c'est un danger dormant. Vous voyez? Donc, je pense que le code électoral doit être toiletté pour donner plus d'espace aux partis politiques. L'objectif de la démocratie est que les acteurs soient des partis politiques, mais que les acteurs ne soient pas des individus influents. Mais nous sommes toujours dans cette posture désagréable-là, que l'arène politique, que le jeu politique soit polarisé entre des individus. Et c'est bien dommage que des acteurs politiques de grande influence se prêtent également à ce jeu-là, se cachent derrière pour... Je pense que l'arène politique doit être toilettée davantage à travers une certaine relecture du code électoral et à la question du financement. Oui. On ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire à la fois. Et j'ai déjà défendu sur ce plateau-là également la question de la limite. Nombre d'élus. D'abord, le financement est conditionné aux élus. C'est ça l'erreur en fait. Oui. C'est ça l'erreur parce que... Bon, c'est toujours... Je vais faire encore de programmation. C'est toujours ceux qui n'en ont pas qui disent que c'est une erreur. Parce que ceux qui en ont ne le disent pas forcément. En effet. Et c'est la multiplicité des couleurs de tapis qui en fait la beauté. Oui. Vous comprenez un peu ce que je dis? On peut en convenir. Voilà, parce que à cette allure-là, on reviendra à se poser la question de savoir est-ce qu'il faut limiter, vous voyez, l'expression politique à quelques 2-3 partis politiques. Est-ce qu'il faut le limiter? Faites attention au mot, limiter. Parce que quand on parle de limiter, c'est qu'on va aller à l'encontre de l'idée de démocratie et de libéralité. Vous voyez un peu ce que j'ai dit? Mais il faut... Pourquoi on a parlé de financement public des partis politiques? On a parlé de financement public parce qu'on veut fermer la porte à des financements occultes. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'ai dit. Si on autorise d'autres partis politiques qui n'ont pas d'élu à l'Assemblée nationale, mais qui respectent toutes les règles de constitution et qui existent sur le terrain, des sièges départementaux, lorsqu'on autorise cela, qu'est-ce qu'on fait alors de ces partis politiques-là? C'est-à-dire qu'on permet qu'eux, ils aient des financements occultes. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Le raccourci un peu tiré par les cheveux. Parce mais les raccourcis sont toujours les cotisations? Où sont les cotisations des militants? Mais vous pouvez avoir des dons, vous pouvez avoir beaucoup de sources. Dites-moi alors. Pourvu qu'elles soient légales. Mais où sont... Si 2-3 partis politiques sont les plus grands, ça veut dire qu'ils ont a priori plus de militants. Leur cotisation devrait leur suffire alors pour faire... Pourquoi les financements publics? Oui, parce que oui, c'est un ajout, c'est un droit que la loi leur donne. C'est ce que j'ai dit. Je suis en train de demander... Parce que si on rentre... paramètre, en fait, l'extension de ce droit-là... aux autres partis politiques. Oui, voilà, parce que si on rentre dans ce jeu, en fait, ce que vous dites, c'est financez-nous ou nous serons obligés d'aller chercher de l'argent où il ne faut pas, parce que nous serons dos au mur. C'est vous qui le formulez ainsi. Oui, mais vous savez, lorsque des partis politiques auront le dos au mur, eh bien, vous risquez de leur faire le procès d'avoir trouvé d'autres types de financement. Vous voyez, il faut aller au bout, en fait, de l'idée. Vous avez parlé des cotisations. Certes, tous les partis politiques en ont. Ce n'est pas limité aux partis politiques qui n'ont pas d'élus à l'Assemblée nationale ou dans les conseils communaux. Donc, la question ne se pose pas à ce niveau-là. Maintenant, je repose la question autrement. Et alors, nos taxes, alors, puisque le financement public est prélevé sur nos taxes, vous voyez, et c'est tous les Béninois qui cotisent pour cela. Donc, il est donc normal que moi, membre du parti Renaissance nationale, je puisse aspirer au fait que les fonds que j'ai cotisé pour la caisse de l'État puisse également servir comment on appelle? En ayant des élus. Justement, qu'on lui permette d'avoir des élus, c'est ce que je suis en train de dire. Et vous savez, ça devrait être un combat même des autres partis politiques qui ont accès à ce financement public-là. Ça devrait l'être. Je sais qu'il y a au moins un parti politique qui le dit, malgré qu'il a accès à ce financement-là, dit qu'il faudrait que ce soit ouvert. Vous voyez, il faudrait que ce soit ouvert. Je ne suis pas le seul à le dire, et même dans les coulisses, ceux dont vous parlez le disent également. Donc et puis il y a la question de vous voulez à tout prix une part du gâteau national.
Vous avez dit le gâteau? Le gâteau national. National, donc c'est national. C'est national. N'est-ce pas? Donc vous l'assumez. C'est ça, je l'assume. Vous l'assumez, d'accord. Voilà, nous allons sortir de ce bref entretien. Oui. Je vous laisse nous conduire au bout. Merci beaucoup, Monsieur Xavier François Lemont, pour l'invitation. Je dis également merci à toute la population béninoise pour sa veille citoyenne et surtout pour son effort de ne pas laisser sombrer la patrie à travers le quotidien, la participation à la vie politique, la participation à la construction d'une nation économiquement prospère. Aujourd'hui, Renaissance nationale renaît des cendres de l'UDBN. Donc, nous parlerons désormais de Renaissance nationale, nous parlerons de nationalisme, nous parlerons de consommation locale, nous parlerons de valorisation de nos compétences locales et sur tous les plans, sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, sur le plan économique et financier. C'est désormais notre leitmotiv et c'est le combat auquel j'ai adhéré il y a quelques semaines en participant activement à cette renaissance-là. C'est donc l'occasion de remercier tous les autres acteurs qui ont contribué à cela et de prendre l'engagement solennel devant le peuple béninois et plus particulièrement devant nos militants, de ne jamais cesser le combat. Je l'ai toujours fait, j'ai toujours aimé le défi. Il y a un grand défi à relever et j'ai choisi cette option-là. Merci beaucoup, Monsieur François. Voilà, on est au bout de cet entretien. Merci, Dr Mohamed Awali Kintola. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle de communication du parti Renaissance nationale, SUDBN. Merci pour les échanges de ce matin, en espérant vous retrouver très vite pour d'autres questions d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.